17 janvier 1945. Terrain d'essai de Kummersdorf, Brandebourg, Allemagne. Le vent hivernal balaie le champ d'essai gelé, comme une lame tirée de la Baltique. À l'intérieur de la Halle 7, l'installation principale d'analyse de véhicules de la Wehrmacht, le givre s'accroche au mur intérieur malgré les fours à charbon brûlant aux deux extrémités de la structure caverneuse. Le sol en béton porte les taches d'huile de 1000 véhicules, des Panzers, des semi-chenillés, des T-34 soviétiques capturés, chacun étant disséqué, mesuré, catalogué. Mais aujourd'hui, sous la lumière crue des lampes industrielles suspendues aux poutres de fer, se trouve quelque chose de différent. Un char Sherman M4A3, numéro de désignation 3781, capturé 3 semaines plus tôt près du saillant des Ardennes. Sa peinture verte olive est noircie par la chaleur le long de l'anneau de tourelle. 2 marques de pénétration lacèrent la plaque. La plaque de glacis, toutes deux non fatales. Ses chenilles sont recouvertes d'une boue belge gelée en sculptures brunes foncées le long des bogies. L'Oberingénieur Heinrich Knipkamp se tient devant lui, son souffle s'échappant en buée dans l'air froid, les mains jointes derrière le dos. Il a 41 ans, architecte des systèmes de suspension de chars allemands, un homme qui croit que l'ingénierie est l'expression la plus pure de la volonté nationale. Autour de lui, 6 techniciens attendent avec des chalumeaux, des carnets et des pieds à coulisses. Ils ont déjà fait cela. Ils connaissent le rituel. Chaque véhicule ennemi capturé raconte une histoire de ressources, de priorités, de l'âme industrielle de l'ennemi. Knipkamp a personnellement supervisé la dissection de 37 chars alliés depuis 1943. Il a trouvé le Cromwell britannique mécaniquement adéquat mais sous-blindé. Le T-34 soviétique rudimentaire mais efficace dans sa simplicité paysanne. Les chars américains, cependant, l'ont toujours troublé d'une manière qu'il avait du mal à exprimer. Ils arrivent en de telles quantités. Ils brûlent si facilement et pourtant, leurs équipages ne semblent étrangement pas découragés par les pertes. Et maintenant, en voici un autre. Une autre boîte américaine de rivets et d'acier soudés produite en série. Il fait un signe. Les chalumeaux s'allument dans un sifflement aigu. La flamme bleue lèche le métal. Ce que Heinrich Knipkamp et son équipe découvriront au cours des 11 prochains jours ne changera pas l'issue de la guerre. En janvier 1945, cette issue était déjà écrite dans l'arithmétique des pénuries de carburant et des fronts qui s'effondrent. Mais ce qu'ils trouveront à l'intérieur de ce Sherman ordinaire cristallisera une prise de conscience qui s'est formée dans les cercles d'ingénierie allemands depuis 1943, une prise de conscience qui va bien au-delà d'une défaite tactique. La philosophie industrielle américaine représente quelque chose à laquelle leur propre doctrine ne peut pas répondre. Non pas en raison d'une supériorité technique dans un composant unique, mais parce que les Américains ont conçu pour une guerre complètement différente. Ils ont construit non pas pour le duel, mais pour la campagne. Non pas pour le chevalier, mais pour l'armée. Et ce faisant, ils ont intégré dans chaque rivet et chaque joint en caoutchouc une vision de la guerre qui rendait l'excellence allemande fonctionnellement obsolète. L'histoire de la dissection de ce Sherman circulera sous forme fragmentaire dans les rapports techniques d'après-guerre, dans les mémoires d'ingénieurs allemands, dans les archives du Heereswaffenamt. Elle deviendra une étude de cas sur la logique industrielle asymétrique. Mais plus que cela, elle témoignera d'une divergence philosophique. 2 nations, 2 visions de la perfection mécanique, se rencontrant dans l'acier et se découvrant parler des langages complètement différents. La doctrine des chars allemands en 1945 est le point culminant de 20 ans de pensée militaire prussienne mariée à l'artisanat industriel. C'est une doctrine née des restrictions du traité de Versailles, affinée sur les terrains d'essais secrets de Kazan en Union soviétique dans les années 1920 et perfectionnée dans le feu du front de l'Est. C'est une doctrine qui vénère la qualité. Chaque char Panther qui sort de la chaîne de production de MAN à Nuremberg
est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Un moteur Maybach HL230 délivrant 700 chevaux, un canon de 75 mm KBK-42 capable de percer n'importe quel char allié à 2000 mètres, un blindage frontal incliné à 55 degrés pour maximiser la déflexion. Chaque Panther représente 55 000 heures-hommes de travail. Chaque est construit selon des tolérances rigoureuses, des composants usinés au dixième de millimètre près. Chacun est conçu pour affronter 3, 4, 5 chars ennemis et les détruire tous. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une mathématique née de la nécessité. L'Allemagne, en 1945, produit environ 3 900 chars par an, tous modèles confondus. L'Union soviétique en produit 29 000. Les États-Unis en produisent 17 500, et cela sans compter les milliers d'autres fabriqués pour les forces britanniques et françaises libres. La doctrine allemande absorbe cette disparité et la transforme en évangile tactique. Puisque nous ne pouvons pas égaler leurs chiffres, nous devons dépasser leur qualité. Un Tigre, bien déployé, peut tenir un carrefour face à une douzaine de Shermans. Un Panther, en position défensive, sa caisse enterrée, peut contrer une percée blindée entière. La qualité, maintenue par des normes d'ingénierie rigoureuses et un entraînement d'équipage supérieur, devient le facteur d'égalisation. Heinrich Knipkamp y croit profondément. Toute sa carrière a été bâtie sur cela. Le système de route imbriqué qu'il a conçu pour le Panther, des roues superposées qui répartissent le poids et offrent des performances tout-terrain supérieures, est une merveille d'ingénierie mécanique. Oui, c'est complexe. Oui, il gèle en hiver russe, piégeant la boue et la glace entre les roues, jusqu'à ce que l'ensemble doive être démonté au chalumeau. Oui, remplacer une roue de route intérieure nécessite de retirer d'abord jusqu'à 9 roues extérieures, un processus qui prend une journée entière. Mais quand il fonctionne, c'est magnifique, c'est précis, c'est allemand. Les Américains, ils le savent, construisent des chars comme ils construisent des automobiles. La philosophie de la chaîne de montage d'Henry Ford appliquée à la guerre. Le Sherman utilise une simple suspension à ressorts verticaux à volute, primitive, pense-t-il, presque agricole dans sa simplicité. De grands ressorts hélicoïdaux comprimés par un mouvement vertical, sans imbrication, sans sophistication. L'ensemble du système peut être entretenu par un équipage moyennement formé en moins de 2 heures. Les Américains ne voient pas cela comme un compromis. Ils le voient comme un avantage. Knipkamp a lu les rapports de renseignement. Il connaît les chiffres de production. L'usine de chars Detroit Arsenal de Chrysler produit un Sherman toutes les 3 heures. L'usine Fisher Body de Grand Blanc, dans le Michigan, en produit un toutes les 4 heures. Le complexe River Rouge de Ford a converti ses chaînes automobiles à la production de chars avec une telle efficacité qu'il fabrique des groupes motopropulseurs complets, moteurs, transmission, entraînements finaux, avec un synchronisme qui ferait pleurer un horloger suisse. Les Américains produisent des chars plus vite que l'Allemagne ne peut les détruire. Knipkamp le sait. Ce qu'il ne comprend pas encore, c'est pourquoi cela devrait importer à la philosophie de l'ingénierie. Les ingénieurs allemands s'attendent à ce que le Sherman soit rudimentaire. Ils s'attendent à des raccourcis de production de masse, à des systèmes simplifiés, à des matériaux bon marché choisis pour leur disponibilité plutôt que pour leur performance. Ils s'attendent, en d'autres termes, à un char construit par une nation qui ne comprend pas la guerre blindée, qui substitue la quantité à la qualité parce qu'elle manque de la sophistication technique nécessaire pour faire mieux. C'est la lentille à travers laquelle ils abordent cette dissection. C'est ce cadre qui va s'effondrer au cours des 11 prochains jours. Jour 1. Ils retirent bien d'abord les écoutilles. L'écoutille de la tourelle, celle du chargeur, celle du conducteur, celle du copilote, l'écoutille d'évacuation de la coque. Chacune s'ouvre en douceur, bien que le char ait été au combat. Les charnières sont en acier, un simple système à goupilles et supports,
sans alliage spécialisé. Mais elles sont parfaitement ajustées. Aucun frottement, aucun blocage. Le lieutenant Werner Osenberg, spécialiste en mécanique de l'équipe, teste chaque écoutille à plusieurs reprises. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Il écrit dans son carnet. Les mécanismes des écoutilles ne montrent aucune trace d'usure malgré plus de 400 heures de fonctionnement estimées. Les charnières utilisent de l'acier standard, mais les tolérances sont exceptionnelles. Un système de détente à ressort maintient les écoutilles ouvertes à 90 degrés sans maintien manuel. L'écoutille d'évacuation comprend un dégagement d'urgence actionnable de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est le premier signe de quelque chose d'inattendu. Les écoutilles ne sont pas sophistiquées, mais elles sont ingénieuses. Quelqu'un, quelque part dans le processus de conception américain, a passé du temps à penser à l'équipage, au chargeur de 19 ans qui doit saisir les munitions à 2 mains et ne peut en libérer une pour tenir une écoutille, au conducteur qui pourrait avoir besoin de s'échapper par le plancher si le char est en feu. Ce ne sont pas les priorités de conception d'une nation qui fabrique des armes selon des spécifications techniques. Ce sont les priorités d'une nation qui construit des outils pour des adolescents effrayés. Jour 2. Il vidange le cétane et vidange le système de carburant. 83 gallons d'essence restent dans les réservoirs, un carburant automobile conventionnel à 80 octanes. Les chars allemands fonctionnent aussi à l'essence, mais les moteurs Maybach des Panthers et des Tigers exigent un minimum de 87 octanes, souvent plus. Le Ford GA V8 du Sherman, un moteur d'avion modifié, tourne sans problème avec un carburant qui pourrait alimenter un tracteur agricole. L'Obergefreiter Klaus Hartmann, l'analyste des systèmes de carburant de l'équipe, suit les conduites de carburant du réservoir au moteur. Le routage est direct, avec un minimum de courbure, facile d'accès. Les pompes à carburant sont mécaniques, entraînées par le moteur lui-même, sans composants électriques susceptibles de tomber en panne. L'ensemble du système est conçu pour être réparé sur le terrain. Hartmann note, la construction du système de carburant privilégie la simplicité et la fiabilité, plutôt que l'efficacité. N'importe quel mécanicien moyennement qualifié pourrait entretenir ce système avec des outils de base. À comparer à nos propres systèmes d'injection qui nécessitent un équipement de calibration spécialisé. Cela devrait être perçu comme une justification, les Américains utilisant une technologie primitive. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas le cas. Hartmann fixe les conduites de carburant et pense au Panther qu'il a entretenu la semaine dernière et qui ne démarrait pas parce qu'un injecteur de carburant s'était encrassé, nécessitant le retour de toute la pompe d'injection au dépôt pour un réétalonnage. Une réparation de 2 semaines. L'équipage du Sherman pourrait probablement réparer son système de carburant avec une clé et un tournevis. Jour 3. Il déboulonne la transmission. C'est toujours le moment de vérité. La conception de la transmission révèle tout sur la philosophie d'ingénierie d'un char. Le Sherman utilise une transmission synchronisée, 5 vitesses avant, une marche arrière. Les Allemands s'attendent à de la complexité ici. S'attendent à trouver de l'usure, à trouver des compromis de conception. Au lieu de cela, ils trouvent quelque chose qui rend Knipkamp silencieux pendant près de 10 minutes. Les engrenages ne sont pas usinés à partir d'acier massif comme les transmissions allemandes, ils sont moulés. Des pièces moulées en acier traitées thermiquement, formées avec précision, mais des pièces moulées néanmoins. Selon les normes d'ingénierie allemande, cela devrait produire des engrenages inférieurs. Plus de porosité, moins de résistance, une durée de vie plus courte. Mais lorsqu'ils mesurent les schémas d'usure, ils n'en trouvent presque aucun. Les dents d'engrenage montrent une érosion minimale malgré l'historique opérationnel du char. Plus troublant, l'intégralité de la transmission peut être retirée par le plancher du char en environ 4 heures.
4 boulons la fixent au moteur. 12 boulons l'attachent aux transmissions finales. Les Américains ont conçu la transmission comme une unité remplaçable. Pas réparable, remplaçable. Si une transmission tombe en panne au combat, l'équipage ne la répare pas sur le terrain. Ils demandent un remplacement par radio et un camion de ravitaillement arrive avec une nouvelle. 4 heures plus tard, le char est de nouveau opérationnel. Knipkamp fait les calculs dans sa tête. Un Panther avec une panne de transmission nécessite le démontage de l'ensemble de la coque avant. La transmission doit être extraite par l'avant à travers l'ouverture du glacis, un processus qui nécessite une grue et un minimum de 48 heures dans un dépôt. La transmission du Sherman pèse 240 livres. 2 hommes peuvent la transporter. Chaque pièce de rechange du Sherman est conçue pour être remplacée et non réparée sur le terrain. Les Américains ont éliminé la distinction entre la maintenance et la logistique. Ils ont transformé une panne mécanique d'un problème technique en un problème d'approvisionnement, et leurs chaînes d'approvisionnement ne faillissent jamais. C'est l'innovation, bien que Knipkamp ne la nomme pas encore. L'innovation n'est pas dans la conception de la transmission elle-même, mais dans la philosophie qu'elle représente. Concevoir pour le remplacement, non pour la réparation. Construire des composants suffisamment robustes pour durer au combat, mais suffisamment simples à échanger en cas de panne. Accepter que les choses se briseront. La guerre brise tout, et concevoir l'ensemble du système autour du maintien du rythme, opérationnel malgré les défaillances. Ce n'est pas ainsi que pensent les ingénieurs allemands. Les ingénieurs allemands construisent des choses pour qu'elles ne tombent pas en panne. Lorsqu'elles tombent inévitablement en panne, toute la chaîne opérationnelle s'arrête, pendant que des artisans les reconstruisent selon les spécifications. Jour 4. Le moteur. Le Ford GA V8 trône dans son compartiment comme une pièce de sculpture industrielle. C'est un moteur à bloc en aluminium, conçu à l'origine pour l'aviation, modifié pour être installé dans un char. 500 chevaux de 100 pouces cubes de cylindrée. Selon les normes allemandes, il est sous-alimenté. Le Maybach d'un Panther produit 700 chevaux pour une cylindrée similaire. Mais lorsqu'ils commencent le démontage, les ingénieurs allemands rencontrent quelque chose qui ne correspond pas à leur cadre de pensée. Le bloc moteur est en aluminium moulé. De l'aluminium. Dans un véhicule de combat qui subit régulièrement des tirs. La doctrine allemande interdit l'aluminium dans toute application structurelle des chars, trop faible, trop vulnérable aux dommages, trop susceptible de céder sous le stress du combat. Mais les Américains n'ont pas seulement utilisé de l'aluminium, ils ont coulé le bloc entier en une seule pièce. Les cylindres sont des chemises en acier insérées dans l'aluminium lors du moulage. Mais le bloc lui-même est une seule pièce moulée en aluminium, pesant près de 600 livres de moins qu'un bloc conventionnel en fonte. Le Hauptmann Ernst Vogel, spécialiste des groupes motopropulseurs de l'équipe, photographie sous tous les angles. Il mesure les tolérances. Il inspecte à la recherche de fissures, de fractures de stress, de tout signe que l'aluminium est insuffisant. Il n'en trouve aucun. Le moteur a beaucoup tourné. Les marques de calamine sur les pistons suggèrent un fonctionnement soutenu à haut régime, mais le bloc en aluminium ne montre aucune fatigue structurelle. Et puis il découvre quelque chose qui le pousse à appeler Knipkamp immédiatement. Le moteur restait conçu pour être démonté. Pas pour un démontage sur le terrain, un démontage complet. Les culasses se boulonnent avec des fixations conventionnelles. Le carter d'huile est accessible par le dessous. La pompe à eau est montée à l'extérieur et peut être remplacée sans avoir à démonter le bloc. Chaque composant susceptible de tomber en panne, alternateur, démarreur, pompes à carburant, pompe à eau, pompe à huile, est monté à l'extérieur du bloc et remplaçable individuellement. Plus encore, chaque boulon est de la même taille. Les Américains ont standardisé les fixations sur l'ensemble du moteur.
Un mécanicien n'a besoin que de 3 tailles de clés pour démonter l'intégralité du groupe motopropulseur. Vogel écrit dans son rapport: la construction du moteur démontre un accent sans précédent sur la maintenabilité sur le terrain. La disposition des composants privilégie l'accès à la compacité. Le moteur entier peut être extrait du véhicule par 4 hommes, avec un palan en environ 6 heures, contre un minimum de 18 heures pour l'extraction d'un Maybach nécessitant un appareil de levage. C'est l'innovation 2. La simplification radicale par la standardisation. Les Américains ont délibérément choisi d'utiliser moins de types de pièces, même lorsque des pièces spécialisées pourraient offrir des améliorations marginales de performance. Chaque boulon du moteur est soit de 9/16, 5/8, soit 3/4. Chaque écrou correspond. Un équipage peut transporter 3 clés et entretenir l'ensemble du véhicule. Comparez cela à un Panther, qui nécessite 17 tailles de clés différentes pour un entretien complet, certaines étant des outils passés spécialisés disponibles uniquement au niveau du dépôt. Mais c'est plus que de simples boulons. Alors qu'il continue le démontage, il trouve cette philosophie intégrée partout. Le système électrique utilise des connecteurs cylindriques standardisés, le même type de connecteur pour les phares, pour le démarreur, pour le moteur de rotation de la tourelle, pour la radio. Étanche, simple, impossible à installer de manière incorrecte. Les conduites hydrauliques pour le système de rotation de la tourelle utilisent des raccords standard AN. Des raccordements de spécification armée marine qui sont interchangeables non seulement sur tous les Sherman, mais sur chaque véhicule militaire américain. Une conduite hydraulique d'un Sherman se vissera directement dans un semi-chenillé, un chasseur de chars, un véhicule de récupération. Knipkamp comprend immédiatement ce que cela signifie pour la logistique. Les Américains n'ont pas besoin d'expédier des pièces spécifiques aux chars sur le front. Ils expédient des composants standardisés qui fonctionnent sur plusieurs types de véhicules. Un dépôt d'approvisionnement n'a pas besoin d'un spécialiste qui connaît les pièces de Sherman par rapport aux pièces de Hellcat, par rapport aux pièces de Stuart. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut lire un manuel de pièces et faire correspondre les numéros. Toute la chaîne logistique américaine est conçue pour être opérée par des personnes ayant un minimum de connaissances spécialisées, car les Américains comprennent quelque chose que les Allemands ne comprennent pas. Dans une guerre continentale, on ne peut pas maintenir des connaissances spécialisées à chaque échelon d'approvisionnement. Il faut concevoir des systèmes qui fonctionnent malgré une maintenance imparfaite. Cela trouble profondément Knipkamp. La doctrine allemande suppose l'excellence à tous les niveaux. Des équipages qualifiés, des mécaniciens qualifiés, du personnel logistique qualifié. Les Américains ont conçu pour l'adéquation. Ils ont supposé que leurs systèmes AK seraient bien entretenus par des jeunes de ferme de l'Iowa et des ouvriers d'usines de Detroit qui ont 6 semaines de formation et un manuel. Et d'une certaine manière, cette hypothèse les a conduits à construire des véhicules plus faciles à entretenir, plus réparables, plus durables en combat prolongé que les véhicules allemands entretenus par des équipages de Panzers ayant des années de formation. Jour 5. Ils passent à Tours à la tourelle. La tourelle du Sherman est mise en rotation électriquement, un moteur de 24 volts relié à un système d'engrenage réducteur. Une rotation manuelle et Saturn est possible via une manivelle si l'alimentation électrique tombe en panne. Les ingénieurs allemands s'attendent ici à une construction rudimentaire. Au lieu de cela, ils découvrent de la précision. L'anneau de tourelle est un ensemble de roulements massifs, de 69 pouces de diamètre, avec 72 rouleaux en acier trempés glissant dans des chemins de roulement usinés. La tourelle entière, canon, blindage et équipage, pèse environ 15 000 livres, mais le système de rotation la déplace si fluidement que le tireur peut faire pivoter la tourelle à 360 degrés en 15 secondes en utilisant l'énergie électrique ou en 30 secondes avec la manivelle manuelle. Il n'y a pas de grippage, pas de point de blocage.
Pas d'endroit où la charge du roulement provoque une résistance. L'Oberleutnant Friedrich Bauer, spécialiste en armement de l'équipe, inspecte l'affût du canon. Le canon M3 de 75 mm est monté dans un bouclier rotatif à l'intérieur de la tourelle, suspendu dans un berceau équilibré qui permet une élévation de 10 degrés à plus 25 degrés. Tout le système de montage est conçu autour d'un principe: maintenir le canon sur la cible pendant que le char est en mouvement. Le système de stabilisation gyroscopique, un assemblage complexe de gyroscopes, d'actionneurs hydrauliques et de commandes électriques, maintient l'élévation du canon même lorsque le char tangue sur un terrain accidenté. Les chars allemands n'ont pas de système équivalent. La doctrine allemande repose sur l'habileté du tireur pour compenser le mouvement du véhicule. Un tireur allemand doit synchroniser son tir avec le moment où la suspension du char se stabilise entre les obstacles. Un tireur américain tire en mouvement et le stabilisateur gyroscopique ajuste l'élévation du canon pour compenser le tangage de la caisse. En pratique, des tests ont montré que cela augmente la probabilité d'atteindre des cibles en mouvement d'environ 40%. Bauer démonte le stabilisateur gyroscopique et en observe les composants. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie électromécanique. Tubes à vide, servomoteurs, vérins hydrauliques, tous fonctionnant de concert pour résoudre un problème de calcul en temps réel. Ce n'est pas rudimentaire, ce n'est pas simple. C'est sophistiqué d'une manière que les chars allemands ne le sont pas. Mais plus troublante encore, il est conçu pour être retiré et remplacé en tant qu'unité complète. Si le stabilisateur gyroscopique tombe en panne, l'équipage ne le répare pas. Il le déboulonne, installe un remplaçant et envoie l'unité endommagée à l'atelier de réparation. Le système comprend un mode de dérivation qui permet de viser le canon manuellement si le stabilisateur tombe complètement en panne. Voici l'innovation 3. La conception pour une fonctionnalité dégradée. Les Américains partent du principe que tout finira par tomber en panne dans des conditions de combat. Plutôt que d'essayer de construire des composants qui ne tombent jamais en panne, un objectif impossible, ils construisent des systèmes qui continuent de fonctionner avec une capacité réduite lorsque des composants tombent en panne. Si le moteur électrique de rotation de la tourelle grille, le tireur peut la faire tourner manuellement. Si le stabilisateur gyroscopique tombe en panne, le canon vise toujours manuellement. Si la radio tombe en panne, le char continue de se battre. Chaque système dispose d'un mode de secours, d'une commande manuelle, d'un moyen de poursuivre la mission malgré les dégâts. Les systèmes allemands ne se dégradent pas. Ils tombent en panne. La transmission d'un Panther fonctionne ou non. Le moteur Maybach tourne ou non. L'ingénierie allemande cherche à repousser le point de défaillance le plus loin possible grâce à des composants supérieurs et des tolérances précises. L'ingénierie américaine accepte que la panne soit inévitable et prend en compte cette inévitabilité dans sa conception. Bauer écrit « L'ennemi a conçu non pas pour des conditions idéales, mais pour la réalité du combat prolongé. Ils acceptent une performance réduite en échange d'une opération continue. C'est une philosophie de conception fondamentalement différente de la nôtre. » Jour CC7. Ils examinent le blindage. Le blindage du Sherman est en acier homogène laminé, et non sémenté comme le blindage allemand. C'est une construction soudée avec quelques composants moulés. Le carter de transmission est passé moulé, la tourelle sur ce modèle particulier est moulée. La doctrine allemande préfère les plaques de blindage boulonnées et imbriquées, qui sont théoriquement plus faciles à remplacer en cas de dommage. La construction soudée américaine devrait être inférieure. Les soudures créent des pointes de tension, des chemins potentiels de propagation de fissures. Mais lorsqu'ils examinent les soudures, ils trouvent qu'il y a quelque chose d'inattendu. Les soudures sont parfaites. Non pas soudées à la main par des artisans qualifiés, mais des soudures automatisées, déposées par des machines de soudage industrielles, avec une telle précision qu'il n'y a pas de point froid, pas d'inclusion, pas de point faible.
Les Américains ont mécanisé la construction du blindage à un degré que l'Allemagne ne peut égaler. Chaque soudure est radiographiée à l'usine pour vérifier son intégrité. Des soudures défectueuses signifient que la section entière de la coque s'est rejetée et refondue pour un nouveau moulage. Plus troublant encore, la tourelle moulée. Le moulage des tourelles permet des courbes complexes qui améliorent définitivement la déflexion balistique, mais la métallurgie allemande considère les grandes pièces moulées comme inférieures aux plaques laminées. Ils testent le blindage de la tourelle avec un testeur de dureté Brinell. La dureté est uniforme sur l'ensemble de la pièce moulée. Pas de point faible, pas de variation. Les Américains ont maîtrisé le moulage de l'acier à une échelle que l'Allemagne ne peut reproduire. La tourelle moulée d'une seule pièce élimine des dizaines de soudures, réduit le temps de production et crée une surface balistique sans piège, à obus ni point faible. L'équipe passe 2 jours à examiner les marques de pénétration. Le char a été touché au moins 7 fois au combat. 2 pénétrations à travers le glacis, non fatales. 3 impacts sur la tourelle qui n'ont pas pénétré. 2 impacts sur le blindage latéral qui ont pénétré, mais l'équipage a survécu et a continué à se battre jusqu'à ce que le char soit finalement mis hors de combat par un Panzerfaust à bout portant. C'est peut-être la découverte la plus troublante. Le char a été touché à plusieurs reprises et a continué à fonctionner. La doctrine allemande suppose qu'un coup pénétrant détruit le char. La doctrine se concentre sur l'évitement des impacts grâce à un blindage et un positionnement supérieur. Les Américains ont conçu leur char pour être touchés et survivre. L'intérieur est recouvert d'un apprêt au chromate de zinc qui réduit l'écaillage. Lorsqu'un blindage est pénétré, le revêtement de zinc empêche la fragmentation de projeter des éclats dans le compartiment de l'équipage. Les munitions sont stockées dans des casiers blindés sous le plancher de la tourelle avec des panneaux éjectables qui dirigent la force de l'explosion vers le bas et l'extérieur plutôt que vers le compartiment de l'équipage. Les réservoirs de carburant sont équipés de systèmes d'extinction d'incendie au dioxyde de carbone qui s'activent automatiquement si le char est dépénétré. Voici l'innovation 4. La conception pour la survie plutôt que pour l'invulnérabilité. Les chars allemands sont conçus pour ne pas être pénétrés. Lorsqu'ils le sont, les résultats sont généralement catastrophiques. Les chars américains sont conçus en supposant qu'ils seront pénétrés, et l'ingénierie se concentre sur le maintien en vie de l'équipage et le fonctionnement du char après la pénétration. Le blindage du Sherman est plus mince, mais l'aménagement interne, l'extinction des incendies, le stockage des munitions et les trappes d'évacuation donnent tous la priorité à la survie de l'équipage. Le lieutenant Rosenberg le formule sans détour dans ses notes. Les Américains conçoivent comme s'ils accordaient plus de valeur à la vie de leurs équipages qu'aux véhicules. Nous concevons comme si nous accordions plus de valeur aux véhicules qu'à l'équipage. Il le biffe. Mais Knipkamp l'a déjà lu par-dessus son épaule. La phrase plane dans l'air froid de la halle 7. Non dite mais comprise. Jours 8 et 9. L'examen final se concentre sur les petites choses. Et aussi les détails qui révèlent l'intention de conception. Le compartiment de l'équipage est daté rembourré de simples mousses de caoutchouc recouvertes de toile pour éviter que les membres d'équipage ne se blessent en étant projetés contre le métal lors de manœuvres violentes. Les chars allemands n'ont pas un tel rembourrage. Il y a un chauffage, une petite unité à essence qui réchauffe le compartiment de l'équipage en hiver. Les équipages de Panther s'enveloppent dans des couvertures et souffrent. Les périscopes sont d'un intérêt particulier. Chaque poste d'équipage dispose de multiples dispositifs de vision. Le conducteur a 2 périscopes à verre remplaçable, le copilote en a un. Le chef de char a 6 périscopes dans sa coupole, offrant une vision à 360 degrés. Le verre est épais, un verre optique de qualité, mais le système de montage est simple. Le verre est maintenu en place par des clips à ressort et peut être remplacé par l'équipage en moins de 30 secondes. Un équipage sous le feu, dont les blocs de vision sont brisés par des éclats d'obus,
peut restaurer une visibilité totale en quelques minutes. Les périscopes des Panthers sont plus sophistiqués, de meilleure optique, mais ils sont montés de manière permanente et nécessitent un service au niveau du dépôt pour être remplacés. La radio est une révélation. L'ensemble radio SCR 508 comprend un émetteur FM, un récepteur AM et un système d'interphone. Chaque membre d'équipage dispose d'un casque et d'un microphone de gorge. Ils peuvent communiquer entre eux sans avoir à crier par-dessus le bruit du moteur. Ils peuvent recevoir des ordres du commandement de compagnie. Le chef de char peut coordonner avec d'autres chars en temps réel pendant le combat. Les chars allemands ont des radios, mais seul le chef de char dispose d'un casque. Les autres membres d'équipage communiquent uniquement via l'interphone. Les pelotons de chars américains combattent comme des unités coordonnées avec une communication radio constante. Les pelotons de chars allemands dépendent davantage des signaux visuels et des ordres pré-combat. Et puis, il y a les modifications de terrain. L'équipage de ce char a ajouté un blindage supplémentaire, des sacs de sable soudés aux côtés de la coque, des maillons de chenilles de rechange boulonnés au glacis comme protection additionnelle. Ils ont installé un support de montage pour une mitrailleuse de calibre .50 sur la coupole du chef de char, une modification de terrain si courante que les modèles de Sherman plus récents incluent le support de montage en série à l'usine. Ils ont peint des insignes d'unité et des marques personnelles sur la tourelle. À l'intérieur, ils ont fixé des photographies avec du ruban adhésif, poché des surnoms sur des boîtes de munitions. Des boîtes de munitions, aménager une étagère pour des effets personnels. Les Allemands trouvent cela indiscipliné, mais aussi révélateur. Les Américains traitent leurs chars comme des foyers, comme des espaces personnels à personnaliser. Les équipages allemands traitent les chars comme du matériel militaire à entretenir selon les normes. Cette différence culturelle se manifeste dans la conception. Le Sherman inclut de petites commodités comme le chauffage, le compartiment rembourré, le système d'interphone qui permet une conversation informelle pendant les longs déplacements. Le char est conçu pour être habitable pendant de longues périodes, parce que la doctrine opérationnelle américaine s'attend à ce que les chars soient en action, continue pendant des semaines. Les équipages les mangeant et dormant dans ou près de leur véhicule. Voici l'innovation 5, et c'est la plus difficile à articuler pour Knipkamp, car ce n'est pas une innovation mécanique. C'est une innovation philosophique, la conception axée sur les facteurs humains. Les Américains ont conçu leurs chars en partant du principe que l'efficacité de l'équipage se dégrade avec l'inconfort, le froid, la peur et l'isolement. Les petites commodités, chauffage, compartiment rembourré, interphone, trappes qui restent ouvertes sans être tenues, blocs de vision que les équipages peuvent remplacer eux-mêmes, servent toutes à réduire le stress de l'équipage et à maintenir l'efficacité au combat lors d'opérations prolongées. La doctrine allemande suppose que l'équipage surmontera l'inconfort grâce à la discipline et à l'esprit combatif. Le char est une arme. L'équipage sont des soldats. La souffrance est attendue. La doctrine américaine suppose que la réduction de la souffrance améliore l'efficacité au combat. Le char est un outil, l'équipage sont des opérateurs. Maintenir l'efficacité des opérateurs signifie les maintenir à l'aise. Aucune approche n'est fausse, mais elles se produisent dans des véhicules fondamentalement différents. L'approche allemande produit des armes techniquement supérieures, opérées par des équipages épuisés. L'approche américaine produit des armes adéquates, opérées par des équipages qui peuvent se battre jour après jour sans dégradation de performance. 10e jour. Knipkamp compile le rapport final. Il est assis à un bureau en acier dans un coin de la Halle 7, le Sherman démantelé étendu derrière lui comme une autopsie mécanique. Dehors, le ciel d'hiver est insidieux et lourd de nuages qui promettent de la neige. La guerre touche à sa fin. Tout le monde le sait, même si personne ne le dit. L'armée rouge est à 50 km de Berlin. Les forces américaines ont traversé le Rhin.
Les réserves de carburant se comptent en jours, pas en mois. La production de chars s'est effondrée. Le rapport qu'il est en train d'écrire sera classé, oublié, perdu dans le chaos de l'effondrement du Reich. Mais il l'écrit quand même, car c'est ce que font les ingénieurs. Ils documentent, ils analysent, ils essaient de comprendre. La conclusion du rapport fait 23 pages, dense en spécifications techniques et en mesures. Mais la principale découverte peut être résumée en un seul paragraphe que Knipkamp a révisé 7 fois avant d'en retenir la version finale. Le char américain M4 Sherman représente une philosophie de conception fondamentalement incompatible avec la doctrine blindée allemande. Bien qu'inférieur aux véhicules allemands en matière de protection du blindage, de puissance de feu et de confort de l'équipage, le Sherman excelle dans des catégories que nous n'avons pas priorisées. La maintenabilité, la fiabilité, la remplaçabilité, la survie et le rythme opérationnel soutenu. Les Américains ont conçu non pas pour l'engagement tactique, mais pour la campagne prolongée. Ils ont conçu non pas pour l'excellence du véhicule, mais pour l'efficacité du système. Ils ont conçu non pas pour l'équipage de ce char, mais pour le prochain équipage qui l'utilisera après la mort du précédent. Plus important encore, le Sherman est conçu sur des hypothèses d'abondance, carburant abondant, d'où des moteurs rustiques mais fiables. Production abondante, d'où des composants remplaçables plutôt que réparables. Équipages abondants, d'où des caractéristiques de survie qui priorisent le maintien en vie des équipages pour manœuvrer le char suivant. Approvisionnement abondant, d'où des pièces standardisées et une logistique simplifiée. L'Allemagne ne peut pas copier ces innovations car nous ne possédons pas l'abondance qui les rend rationnelles. Nous avons tenté de compenser la rareté des ressources par l'excellence technique. Les Américains ont atteint la domination stratégique grâce à l'abondance des ressources et à une exécution technique adéquate. Les 5 innovations que nous ne pouvons pas copier sont 1. La conception axée sur le remplacement des composants plutôt que sur la réparation sur le terrain. 2. La standardisation radicale des pièces entre différents types de véhicules. 3. La conception pour une fonctionnalité dégradée plutôt qu'une opération parfaite. 4. La priorisation de la survie sur l'invulnérabilité. 5. L'ingénierie des facteurs humains pour des opérations soutenues. Chacune de ces innovations est techniquement réalisable. Aucune n'est compatible avec notre capacité industrielle actuelle ou notre situation stratégique. Knipkamp signe le rapport et le scelle dans une enveloppe destinée au quartier général du Heereswaffenamt à Berlin. Il n'arrivera jamais. Le bureau sera détruit par l'artillerie soviétique 3 semaines plus tard. Mais des copies du rapport survivront, éparpillées dans le chaos de l'effondrement de l'Allemagne. Retrouvées des années plus tard par des officiers du renseignement américain fouillant des documents capturés. Il existe une photographie, prise fin avril 1945, d'une colonne de chars Sherman traversant un village allemand. Le village est anonyme dans les archives, quelque part en Bavière. La rue est étroite, pavée, bordée de maisons à colombages. Les Sherman avancent en file indienne, massifs et inarrêtables, leurs chenilles broyant les vieilles pierres. Les villageois regardent un par les fenêtres, les visages marqués par l'épuisement et la défaite. Au premier plan de la photographie, abandonné au bord de la route, se trouve un char Panther. Il est impeccable. Aucun dommage de combat, aucune marque de pénétration. Son long canon de 75 mm pointe inutilement vers le ciel. Le char a été abandonné en raison d'une panne mécanique, probablement de transmission, ou peut-être d'une panne de carburant. Il est techniquement supérieur à chaque Sherman de la colonne qui passe devant lui. Et qu'il laisse complètement hors de propos. Cette image est devenue, dans les analyses d'après-guerre, une sorte de métaphore visuelle de l'ensemble du conflit. Le Panther, beau, mortel, sophistiqué, brisé. Le Sherman, rustique, vulnérable, adéquat, opérationnel. Le Panther représente la philosophie d'ingénierie allemande poussée à sa conclusion logique.
la perfection atteinte au prix de la durabilité. Le Sherman représente la philosophie industrielle américaine, l'adéquation multipliée jusqu'à devenir écrasante. Mais ce cadrage, bien que satisfaisant sur le plan émotionnel, passe à côté de la vérité plus profonde que l'équipe de Knipkamp a découverte dans la HAL 7. Le Sherman n'est pas rustique. Il est conçu avec précision, simplement conçu pour des priorités différentes. Chaque boulon, chaque soudure, chaque décision de conception reflète une compréhension sophistiquée de la guerre industrielle. Les Américains n'ont pas construit un mauvais char en grande quantité. Ils ont construit exactement le char que leur système industriel, leur réseau logistique, leur programme de formation des équipages de remplacement et leur doctrine stratégique exigeaient. Le génie du Sherman ne réside pas dans un composant unique. Il réside dans l'intégration systématique de composants médiocres au sein d'un système qui dépasse la somme de ses parties. Il réside dans la compréhension que la guerre n'est pas une série de duels entre chevaliers en armure d'acier, mais un processus industriel épuisant où la disponibilité l'emporte sur la capacité, où la remplaçabilité l'emporte sur la durabilité, où le rythme opérationnel l'emporte sur l'excellence tactique. L'objet symbolique qui traverse cette histoire, bien que les Allemands ne le reconnaissent jamais consciemment comme tel, est le boulon. Le boulon simple, standardisé et interchangeable. Les chars allemands utilisent donc des dizaines de types de boulons, chacun dimensionné avec précision pour des charges et des schémas de contraintes spécifiques. Chacun nécessite des outils spécialisés. Chacun doit être serré à des valeurs spécifiques. Chacun est conçu et conçu pour son usage exact. Les chars américains utilisent 3 tailles de boulons, légèrement surdimensionnés pour leurs applications, compatibles avec des outils manuels simples, serrés au jugé plutôt que selon des spécifications précises. L'approche allemande produit des connexions marginalement plus solides. L'approche américaine produit des connexions que n'importe quel équipage peut entretenir sans outils spécialisés ni formation. Dans un dépôt, avec des mécaniciens qualifiés et l'équipement approprié, l'approche allemande est supérieure. Sur un champ de bataille en France, avec un jeune agriculteur de 20 ans et une clé à molette, l'approche américaine domine. Ce n'est pas un échec de l'ingénierie allemande. Les ingénieurs allemands ont correctement optimisé les variables qu'ils jugeaient importantes, la résistance, la précision, la performance. Ce qu'ils ont échoué à reconnaître avant qu'il ne soit trop tard, c'est que ces variables étaient moins importantes que celles qu'ils n'avaient pas prises en compte. La maintenabilité par une main-d'œuvre non qualifiée, la remplaçabilité dans les zones avancées, la disponibilité opérationnelle sur des campagnes prolongées. Les Américains, en revanche, ont optimisé des variables qui semblaient périphériques à la conception d'un char. Combien de temps faut-il pour former un équipage de remplacement? Combien d'outils différents un mécanicien de terrain doit-il transporter? Comment maintenir un char au combat après qu'il a été touché? Les équipages peuvent-ils maintenir leur efficacité au combat pendant des mois d'engagement continu? Ce sont des questions de logistique, des questions de facteurs humains, des questions industrielles. Mais dans une guerre totale, ces questions déterminent les résultats plus que le calibre du canon ou l'épaisseur du blindage. Après la guerre, Heinrich Knipkamp rejoindra des centaines d'autres ingénieurs allemands employés par les Alliés, son expertise étant recherchée par des nations reconstruisant leurs industries de défense. Il travaillera brièvement pour les Britanniques, puis immigrera en Argentine où il passera 15 ans à concevoir des camions pour un consortium manufacturier à Buenos Aires. Il ne concevra plus jamais un autre char. Dans ses papiers personnels, conservés dans un musée automobile allemand, se trouve un croquis daté de 1947. Il représente un char, fictif, jamais construit. La conception intègre une disposition de blindage et un montage de canons allemands conventionnels, mais avec des composants standardisés à l'américaine, des pointes de maintenance accessibles, des blocs d'alimentation remplaçables et des aménagements pour l'équipage.
Il est étiqueté « char de synthèse ». Sous le croquis, de la main soignée de Knipkamp. Ce que nous aurions pu construire si nous avions compris plus tôt. Le croquis est mélancolique. Le rêve éveillé d'un ingénieur qui s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire industrielle. Mais il représente aussi une forme de sagesse acquise par la défaite. La compréhension qu'une excellence d'ingénierie divorcée de la réalité stratégique n'est qu'un échec coûteux. Le char de synthèse aurait été supérieur au Sherman en combat direct. Meilleur blindage, meilleur canon. Mais il intègre aussi la maintenabilité du Sherman, sa conception pour une fonctionnalité dégradée, ses caractéristiques de survie de l'équipage, sa standardisation. C'est un aveu que les Américains avaient raison sur quelque chose de fondamental. Le char Sherman, qui est démonté dans la HAL 7 en janvier 1945, porte le numéro d'objet 3711. Après la guerre, lorsque les forces américaines arriveront à Kummersdorf, elles trouveront l'installation partiellement détruite, des papiers éparpillés, l'équipement de test brisé. Mais certains documents survivront, y compris des photographies du Sherman démonté. Ces photographies seront classées aux Archives nationales des États-Unis sous la rubrique Captured Enemy Analysis of U.S. Equipment. Elles seront déclassifiées en 1968, étudiées par un petit nombre d'historiens militaires et d'ingénieurs automobiles, puis oubliées à nouveau. Le char réel, le Sherman physique que Heinrich Knipkamp a passé 11 jours à disséquer, est perdu pour l'histoire. Probablement mis au rebut après la guerre, son métal recyclé pour la reconstruction de l'Europe. Mais d'une certaine manière, chaque Sherman qui survit dans les musées aujourd'hui est ce char. Car ce que Knipkamp a découvert n'était pas propre à un seul véhicule. C'était intégré à tous. Chaque Sherman qui sortait des chaînes de montage à Detroit ou Grand Blanc ou de l'usine Fisher Body portait ces 5 innovations, ces 5 choix philosophiques que les ingénieurs allemands pouvaient reconnaître mais pas reproduire. Il y a ici une histoire plus vaste, qui va au-delà des chars, des ingénieurs et des détails spécifiques des systèmes de suspension et de la conception des transmissions. C'est l'histoire de 2 visions différentes de la modernité industrielle qui se sont affrontées au combat et se sont découvertes fondamentalement incompatibles. La vision allemande de la guerre industrielle était hiérarchique et axée sur l'artisanat. Elle supposait qu'une technologie supérieure, mise en œuvre par des équipages d'élite et soutenue par des tactiques et de pointe, pouvait surmonter un désavantage matériel. C'était une vision enracinée dans des siècles de tradition militaire européenne. L'idée que l'excellence concentrée dans des formations d'élite pouvait l'emporter face à une supériorité numérique. Ce n'était pas irrationnel. Cela avait fonctionné pour Frédéric le Grand, pour Napoléon lors de ses premières campagnes, pour l'armée prussienne en 1870. La qualité correctement appliquée pouvait démultiplier les forces. Une armée plus petite de professionnels pouvait vaincre une armée plus grande de conscrits. Le char devint l'incarnation de cette philosophie, chaque Panther ou Tiger, un instrument de précision manié par un spécialiste entraîné. La vision américaine, elle, était égalitaire et basée sur des systèmes. Elle supposait qu'une technologie adéquate, opérée par des équipages suffisamment entraînés et soutenus par une logistique écrasante, triompherait inévitablement grâce à une pression constante. C'était une vision ancrée dans l'expérience industrielle américaine. La chaîne de montage de Ford, le Taylorisme, la foi de l'ère progressiste dans la gestion scientifique. La victoire ne venait pas de l'excellence individuelle, mais de l'efficacité systématique. Le Sherman incarnait cette philosophie. Non pas une arme pour les héros, mais un outil pour une machine militaire continentale. Aucune des 2 visions n'était intrinsèquement correcte. Dans des contextes différents, chacune aurait pu réussir. L'excellence tactique allemande avait permis des victoires remarquables en Pologne, en France et lors des premières campagnes en Russie. La puissance industrielle américaine,
elle, avait mis des années à s'organiser et à se déployer efficacement. Mais en 1945, le contexte avait tranché la question. Dans une guerre d'usure continentale prolongée, le système américain s'est avéré dominant, non pas parce que les chars américains étaient meilleurs, ils ne l'étaient pas, mais parce que la philosophie industrielle américaine était mieux adaptée aux problèmes spécifiques de la guerre totale. La prise de conscience de Knipkamp à Halle 7 n'était pas que l'ingénierie allemande était inférieure. C'était plutôt que l'ingénierie allemande avait répondu à la mauvaise question. Il s'était optimisé pour comment construire le meilleur char. Les Américains, eux, s'étaient optimisés pour comment construire une force de char capable de soutenir des opérations de combat sur plusieurs théâtres pendant des années. Ce sont des questions différentes. Elles produisent des ponts. Elles produisent des réponses différentes. Et en 1945, l'histoire démontrait laquelle de ces questions il avait été plus important de se poser. Les 5 innovations que les ingénieurs allemands ont identifiées, mais qu'ils n'ont pas pu copier, n'étaient pas vraiment des innovations au sens conventionnel. Ce n'étaient pas de nouvelles inventions, pas des technologies de rupture, ni des découvertes qui repoussaient les limites du possible. C'étaient des choix, des décisions d'ingénierie spécifiques qui reflétaient des priorités philosophiques spécifiques. Chaque choix rendait le Sherman légèrement moins impressionnant pris isolément et nettement plus efficace dans l'ensemble. Innovation numéro 1. Concevoir pour le remplacement plutôt que pour la réparation. Cela impliquait d'accepter que les composants tomberaient en panne et de concevoir l'ensemble du véhicule de manière à minimiser l'impact opérationnel d'une défaillance. Cela signifiait fabriquer des pièces légèrement surdimensionnées pour leur usage afin qu'elles tombent rarement en panne, mais suffisamment simples pour être remplacées rapidement, le cas échéant. Cela impliquait de standardiser les points de montage, d'utiliser des fixations communes, de créer des sous-systèmes modulaires. Les ingénieurs allemands auraient pu faire tout cela. Mais cela exigeait d'accepter que la réparation sur le terrain était moins importante que le remplacement rapide, ce qui entrait en conflit avec leur réalité de ressources limitées. Lorsque vous produisez 3 900 chars par an, vous ne pouvez pas vous permettre de considérer les transmissions comme des articles jetables. Vous devez les réparer. Innovation numéro 2. La standardisation radicale entre les types de véhicules. Cela exigeait de coordonner la conception entre plusieurs fabricants et d'accepter des compromis de performance pour des applications spécifiques afin d'obtenir une intercompatibilité des pièces sur l'ensemble du parc de véhicules. Cela signifiait qu'un boulon conçu pour un Sherman pouvait être légèrement surdimensionné, gaspillant du métal et du poids, parce que ce même boulon devait fonctionner aussi bien dans un semi-chenillé que dans un véhicule de dépannage. Les ingénieurs allemands auraient pu standardiser, mais cela nécessitait une autorité de conception centrale et une coordination de fabrication que l'industrie de l'armement allemande, compétitive et quasi privatisée, ne pouvait pas atteindre. Chaque fabricant, MAN, Henschel, Daimler-Benz, concevait indépendamment, créant d'excellents véhicules qui ne partageaient presque aucune pièce commune. Innovation numéro 3. Concevoir pour une fonctionnalité dégradée. Cela nécessitait d'imaginer toutes les façons dont un système pouvait tomber en panne et de s'assurer que les défaillances partielles n'entraînaient pas une panne totale. Cela signifiait des systèmes de secours, des commandes manuelles, des modes de dérivation, le tout ajoutant du poids et de la complexité. Les ingénieurs allemands auraient pu concevoir pour la dégradation, mais cela entrait en conflit avec leurs instincts perfectionnistes. Pourquoi concevoir pour la panne quand on peut concevoir pour ne pas tomber en panne? La réponse américaine? Parce qu'en combat soutenu, tout finit par échouer, et le char qui continue à combattre à capacité réduite l'emporte sur le char qui s'arrête complètement. Innovation numéro 4. La survie plutôt que l'invulnérabilité. Cela exigeait d'accepter que le blindage serait pénétré et de concevoir le char pour protéger l'équipage par la suite.
stockage des munitions sous le plancher de la tourelle avec des panneaux d'éjection, système d'extinction d'incendie, intérieur rembourré, multiples écoutilles d'évacuation. Chaque caractéristique de survie ajoutait du poids qui aurait pu être du blindage, ou réduisait l'espace qui aurait pu être réservé au stockage des munitions. Les ingénieurs allemands auraient pu prioriser la survie, mais cela exigeait d'accepter que la protection de l'équipage était plus importante que la protection du véhicule. Ce n'était pas une décision technique, c'était une décision morale, intégrée dans les choix d'ingénierie. Innovation numéro 5. L'ingénierie des facteurs humains. Cela impliquait de prendre au sérieux l'idée que le confort de l'équipage affectait l'efficacité au combat. Chauffage, compartiments rembourrés, système d'interphone, blocs de vision que les équipages pouvaient remplacer eux-mêmes, rien de tout cela ne rendait le char plus précis ni plus rapide. Les ingénieurs allemands auraient pu privilégier le confort de l'équipage. Mais cela exigeait d'abandonner l'éthos militaire prussien selon lequel la souffrance forgeait le caractère et la discipline. Les Américains, dépourvus de cette tradition, ont conclu pragmatiquement que des équipages confortables combattaient mieux et ont conçu en conséquence. Chacune de ces innovations était réalisable. Ensemble, elles étaient révolutionnaires. Elles ont transformé le char d'une simple arme en un composant de système, d'un objet artisanal en un produit industriel, d'un gagnant de duel en un vainqueur de campagne. Et elles n'ont été réalisables que parce que l'abondance industrielle américaine en a fait des choix rationnels. Le génie de la conception des chars américains ne résidait pas dans l'invention de nouvelles technologies, mais dans la compréhension correcte des technologies qui importaient compte tenu des avantages stratégiques américains. Il existe une lettre, écrite en décembre 1945 par un ancien officier de Panzer à son fils qui étudiait l'ingénierie à Heidelberg. La lettre relatait son expérience de commandement de Panthers sur le front de l'Est et inclut ce passage. Nous pensions que nos chars étaient supérieurs, et à bien des égards mesurables, ils l'étaient. Mais la supériorité est contextuelle. Nos Panthers étaient des armes supérieures pour la guerre que nous souhaitions livrer, des engagements courts et décisifs où la qualité démultipliait les forces. Les Shermans américains étaient des armes supérieures pour la guerre qui fut réellement menée, des campagnes prolongées où la disponibilité déterminait les résultats. Nous avons conçu pour les batailles, eux ont conçu pour la guerre. Ce n'est pas une critique de nos ingénieurs, qui étaient superbes. C'est une critique de notre compréhension stratégique, qui était insuffisante. Cette lettre a circulé dans les milieux d'ingénieurs allemands à la fin des années 1940 et a contribué à la prise de conscience intellectuelle suite à la défaite. Comment l'Allemagne, avec une formation technique supérieure, une tradition militaire plus longue et une expérience du champ de bataille, avait-elle pu perdre face à des ennemis qui avaient commencé la guerre avec un équipement inférieur? La réponse inconfortable. Parce que la guerre n'est pas une compétition d'ingénierie. L'excellence technique est nécessaire, mais pas suffisante. L'alignement stratégique entre la capacité industrielle, la capacité logistique et la doctrine tactique importe plus que toute spécification technique individuelle. Les Américains avaient réalisé cet alignement. Leurs chars étaient exactement ce que leurs usines pouvaient produire en masse, ce que leur réseau logistique pouvait fournir, ce que leur filière de formation pouvait équiper et ce que leur doctrine tactique exigeait. Le Sherman était optimisé pour l'ensemble de la manière américaine de faire la guerre, et non pas seulement pour l'engagement tactique. Les chars allemands étaient optimisés pour l'excellence tactique, alors que leur situation stratégique exigeait une durabilité opérationnelle. Ce décalage entre l'optimisation technique et la réalité stratégique fut fatal. Dans les décennies qui suivirent la guerre, le Sherman serait injustement dénigré, en particulier dans la culture populaire. On se souviendrait de lui comme du char qui brûlait facilement, surnommé Ronson
d'après un briquet dont le slogan était « S'allume du premier coup à chaque fois ». On se souviendrait de lui comme du char qui nécessitait 5 Shermans pour détruire un Panther, échangeant des vies américaines contre de l'acier allemand. Ces critiques, bien qu'elles contiennent des germes de vérité, passent à côté d'une réalité plus vaste. Le Sherman brûlait, surtout les premiers modèles, avant la mise en œuvre du système de stockage humide des munitions. Mais il comprenait aussi des systèmes d'extinction d'incendie, et les taux de survie des équipages étaient significativement plus élevés que dans les chars allemands. Les équipages de chars américains survivaient souvent à de multiples pertes de chars, passant par 3 ou 4 véhicules au cours de la guerre. Les équipages allemands qui perdaient un char ne survivaient souvent pas pour en recevoir un de remplacement. Les caractéristiques de survie du Sherman signifiaient que les tankistes américains, malgré la perte d'un plus grand nombre de chars individuels, accumulaient une expérience que les tankistes allemands n'avaient pas. Le ratio de destruction de 5 contre 1 était réel lors de certains engagements, particulièrement dans le bocage normand où les chars allemands pouvaient tendre des embuscades depuis des positions supérieures. Mais opérationnellement, le calcul jouait en faveur de l'Amérique. S'il faut 5 Sherman pour détruire un Panther, et que l'Amérique peut produire 10 Sherman pour chaque Panther construit par l'Allemagne, et que les équipages américains peuvent être remplacés, alors que les équipages allemands ne le peuvent pas, alors échanger 5 contre 1 est acceptable. Le Sherman a été conçu avec cette arithmétique en tête. C'était un char construit pour être perdu et remplacé, avec des équipages qui pouvaient être formés et mobilisés au combat, remportant la victoire par le volume et la durabilité plutôt que par l'excellence tactique. C'était effroyable pour la sensibilité militaire allemande. Cela semblait un gaspillage presque immoral, dépenser des vies et du matériel dans une attrition épuisante plutôt que de rechercher des victoires tactiques décisives. Mais c'était efficace. Fin 1944, les divisions de chars allemandes étaient des formations fantômes, leur tableau d'organisation affichant des centaines de chars, alors que leur force réelle se comptait par dizaines. Les divisions blindées américaines, elles, maintenaient une force presque complète en continu grâce à un flux constant de chars et d'équipes de remplacement. Le Sherman n'avait pas besoin d'être invincible. Il avait besoin d'être disponible. La puissance symbolique du boulon, cette simple pièce de fixation standardisée, dépasse son rôle fonctionnel. Il représente une vision fondamentalement démocratique de la technologie. L'ingénierie allemande était aristocratique. Des pièces spécialisées exigeant des connaissances spécialisées, créant des hiérarchies d'expertise. L'ingénierie américaine était démocratique. Des pièces soit des pièces communes utilisables par les soldats ordinaires, aplanissant les hiérarchies par la standardisation. Ce n'était pas un hasard. Le design industriel américain des années 1940 était délibérément égalitaire, façonné par les réformateurs de l'ère progressiste et les administrateurs du New Deal, qui croyaient qu'un bon design devait être accessible, que la complexité devait être masquée derrière des interfaces simples, et que les outils devaient autonomiser leurs utilisateurs plutôt que d'exiger une expertise. Le Sherman incarnait ces valeurs. Un équipage avec une formation de base pouvait l'opérer efficacement. Un mécanicien avec des outils de base pouvait l'entretenir. Un officier de logistique avec une connaissance de base des stocks pouvait l'approvisionner. Le design allemand était aristocratique parce que la société allemande était aristocratique. La force des Panzer était une élite au sein d'une élite, des équipages sélectionnés parmi les meilleurs soldats ayant reçu des mois de formation spécialisée, devant entretenir leurs véhicules selon des normes rigoureuses. Cela produisait des résultats tactiquement supérieurs dans des conditions idéales. Mais les conditions idéales sont rares en temps de guerre. Quand l'équipage d'élite était tué, quand l'outil spécialisé n'était pas disponible, quand un entretien parfait n'était pas possible, les chars allemands tombaient en panne tandis que les chars américains continuaient de fonctionner. Le boulon était la démocratie rendue mécanique.
N'importe quel boulon pouvait être remplacé par n'importe quel autre boulon de même taille. Aucun boulon n'était spécial, irremplaçable, critique. C'était l'opposé de l'ingénierie allemande, où chaque composant était précisément adapté à son application, où le remplacement signifiait trouver le numéro de pièce exact, où l'entretien signifiait préserver l'intention de conception originale. L'approche américaine était presque offensante pour la sensibilité artisanale. Pourquoi utiliser un boulon de 5-8 partout quand un boulon de 9-16 serait adéquat dans certaines applications et un boulon de 3-4 heures nécessaire dans d'autres? Parce que la perte d'efficacité due à une légère suringénierie est inférieure au coût logistique de la gestion de 3 fois plus de numéros de pièces. Il y a une dernière pièce à ce récit, découverte dans les archives des décennies plus tard. Parmi les papiers de Macha, ça papier le Heinrich Knipkamp, se trouvait une entrée de journal personnel datée de février 1945, rédigée après l'achèvement de l'analyse du Sherman. L'entrée ne faisait pas partie d'un rapport officiel. Elle disait « J'ai passé ma carrière à croire que l'ingénierie est l'application des principes scientifiques pour obtenir des solutions optimales. Aujourd'hui, je réalise que cela était naïf. L'ingénierie est l'application des principes scientifiques dans des contraintes. Contraintes matérielles, contraintes de fabrication, contraintes de connaissance. Mais aussi des contraintes philosophiques. Que valorisons-nous? Que sommes-nous prêts à sacrifier? Qu'assumons-nous du monde? Les Américains ont fait des hypothèses différentes. Ils supposent l'abondance, ils supposent l'abondance des ressources. Ils supposent la disponibilité des pièces de rechange. Ils supposent des équipages de compétences modérées plutôt que de grande expertise. Ils supposent que la défaillance mécanique est inévitable. Ils supposent que les chars seront perdus au combat. Chaque hypothèse semble individuellement pessimiste, mais ensemble, elles forment une vision du monde réaliste. La guerre détruit tout. Concevez pour la réalité de la destruction plutôt que pour l'idéal de la préservation. Nous supposions la rareté et concevions pour la longévité. Ils supposaient l'abondance et concevaient pour la remplaçabilité. Nous supposions l'expertise et concevions pour les spécialistes. Ils supposaient l'adéquation et concevaient pour les généralistes. Nous supposions que nos chars survivraient et concevions pour un engagement soutenu. Ils supposaient que leurs chars seraient perdus et concevions pour un remplacement rapide. Dans tous les cas, leurs hypothèses correspondaient de mieux à la réalité de la guerre industrielle. Ce n'est pas un échec technique de notre part. Notre ingénierie est excellente dans le cadre de nos hypothèses. C'est un échec philosophique. Nous avons posé les mauvaises questions. Nous avons optimisé les mauvaises variables. Nous avons construit des réponses parfaites à des questions imparfaites. Les Américains ont construit des réponses imparfaites à des questions parfaites. En temps de guerre, c'est la dernière approche qui l'emporte. Cette entrée ne fut jamais publiée du vivant de Knipkamp. Elle représente un moment de profonde honnêteté intellectuelle, un ingénieur confrontant les limites de la vision du monde de sa profession. L'ingénierie ne peut échapper à la philosophie. Chaque décision technique intègre une hypothèse sur ce qui compte, ce qui peut être sacrifié, quel futur nous concevons. Les ingénieurs allemands avaient fait un ensemble d'hypothèses, optimisées brillamment en leur sein, et découvert trop tard que leurs hypothèses ne correspondaient pas à la réalité. La production du char Sherman s'est achevée en 1945 avec environ 49 000 unités construites. Aucun autre char dans l'histoire n'a été produit en de telles quantités. Après la guerre, les Sherman serviraient dans des dizaines d'armées à travers le monde. Voyant le combat en Corée, au Moyen-Orient, lors des guerres indo-pakistanaises et dans divers conflits régionaux jusque dans les années 1970. La conception de base s'est avérée remarquablement adaptable. Les ingénieurs israéliens modifieraient les Sherman avec des moteurs et des canons modernes, créant des véhicules qui sont restés compétitifs 3 décennies après leur conception initiale.
Cette longévité n'était pas accidentelle. Sa conception modulaire, ses composants standardisés, ses points de maintenance accessibles, tout cela a facilité sa modernisation et sa modification. On pouvait remplacer le moteur par une unité diesel d'un fabricant différent. On pouvait monter un canon différent. On pouvait ajouter un blindage supplémentaire. Le châssis de base était polyvalent précisément parce qu'il n'avait pas été optimisé pour une configuration spécifique. Les sécheurs allemands, optimisés pour leurs spécifications d'origine, étaient difficiles à modifier. Le Panther est resté un Panther. Le Sherman est devenu ce dont ses utilisateurs avaient besoin. Cette adaptabilité était l'ultime justification de la philosophie de conception américaine. En construisant un char suffisamment bon, plutôt qu'un char parfait, les Américains avaient créé quelque chose de plus précieux, une plateforme. Le Sherman n'était pas la réponse finale à la guerre blindée. C'était une fondation sur laquelle de multiples réponses pouvaient être construites. C'était aussi une forme de pensée axée sur l'abondance. Construire quelque chose de polyvalent et laisser la spécialisation se faire aux marges, plutôt que de construire quelque chose de spécialisé et d'être enfermé dans cette spécialisation pour toujours. En fin de compte, l'histoire de la dissection du Sherman à Kummersdorf n'est pas vraiment une histoire de char. Elle a été la collision de deux philosophies industrielles, de deux visions de la modernité, de deux réponses à la question. Comment les choses devraient-elles être fabriquées? L'Allemagne a répondu: les choses devraient être fabriquées avec excellence. Maximiser la qualité, la précision, la performance. Accepter la complexité comme prix de la supériorité. Concevoir pour que des experts les opèrent et des spécialistes les entretiennent. Construire des choses qui dureront, qui fonctionneront au plus haut niveau, qui reflèteront la compétence de leur créateur. C'est la réponse de l'artisan, la réponse de l'ingénieur, la réponse de l'aristocrate. L'Amérique a répondu: les choses devraient être fabriquées en abondance. Maximiser la production, l'accessibilité, la maintenabilité. Accepter une performance adéquate comme prix du volume. Concevoir pour que des généralistes les opèrent et des mécaniciens avec une formation de base les entretiennent. Construire des choses qui peuvent être remplacées, qui fonctionneront de manière fiable, sinon brillamment, qui rempliront leur objectif et seront jetées sans regret. C'est la réponse de l'industriel, la réponse du pragmatiste, la réponse du démocrate. Aucune des deux réponses n'est universellement correcte. Dans un monde de ressources rares et de production limitée, la philosophie allemande a du sens. Dans un monde de ressources abondantes et de capacités de production massive, la philosophie américaine domine. La tragédie de l'Allemagne en 1945 n'est pas qu'elle ait choisi la mauvaise philosophie, c'est qu'elle a persisté dans sa philosophie après que le contexte ait changé, après qu'il soit devenu clair qu'il s'agirait d'une guerre de ressources plutôt que d'une guerre de manœuvre. Les 5 innovations que les ingénieurs allemands ne pouvaient pas copier étaient ultimement 5 admissions d'une manière différente de voir le monde. Ils ne pouvaient pas copier l'ingénierie pour le remplacement parce qu'ils ne pouvaient pas accepter la jetabilité. Ils ne pouvaient pas copier la standardisation radicale parce qu'ils ne pouvaient pas accepter les compromis de performance. Ils ne pouvaient pas copier la fonctionnalité dégradée parce qu'ils ne pouvaient pas accepter l'imperfection. Ils ne pouvaient pas copier la capacité de survie plutôt que l'invulnérabilité parce qu'ils ne pouvaient pas ne pouvaient pas accepter de perdre des véhicules. Ils ne pouvaient pas copier l'ingénierie des facteurs humains parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que le confort comptait. Chacune de ces inaptitudes était enracinée non pas dans une limitation technique, mais dans une vision du monde. Le Sherman a forcé les ingénieurs allemands à confronter une image miroir de leur propre philosophie et à reconnaître que le reflet leur montrait quelque chose qu'ils n'avaient pas voulu voir. Que leur excellence était devenue une forme de fragilité,
que leur perfectionnisme était devenu un handicap stratégique, que leur tradition artisanale les avait piégés dans une guerre qu'ils ne pouvaient tâter pas gagner. Une dernière photographie se trouve dans les archives. Elle montre la HAL 7 en mai 1945, après l'arrivée des forces américaines. Le bâtiment est endommagé. Une partie du toit s'est effondrée sous les tirs d'artillerie. Le Sherman trône au centre du cadre, encore partiellement démonté, entouré d'outils et d'équipements de mesure abandonnés sur place. Des soldats américains se tiennent autour, fument des cigarettes, la posture détendue. Un soldat est assis sur la tourelle, un autre examine un composant, le tournant curieusement entre ses mains. La photographie est cassée et quelconque, à l'exception d'un détail. En arrière-plan, à peine visible, quelqu'un a écrit à la craie sur le mur. Les mots sont en anglais, probablement écrits par l'un des soldats américains. Good enough. Il est impossible de savoir s'il s'agissait d'une ironie intentionnelle, d'un désintérêt désinvolte ou de quelque chose d'autre. Mais ces deux mots, griffonnés à la craie sur le mur du principal centre d'essai de véhicules d'Allemagne, résument par inadvertance toute la philosophie que le Sherman représentait. Assez bon. Pas parfait. Pas optimal. Pas le meilleur possible. Juste assez bon pour faire le travail. Produit en série, en des quantités qui rendaient la perfection superflue, conçu pour la remplaçabilité plutôt que la longévité, pour l'adéquation plutôt que l'excellence. Le « assez bon » a gagné la guerre. Non pas sur un champ de bataille individuel, il y eut d'innombrables engagements où les Panthers et les Tigers dominèrent tactiquement. Mais sur l'ensemble de milliers d'engagements, de millions de kilomètres parcourus, de centaines de milliers d'opérations de maintenance, l'avantage cumulé de « assez bon » en quantité massive s'est avéré insurmontable. Le char allemand parfait qui tombait en panne valait moins que le char américain adéquat qui continuait de rouler. L'équipage allemand superbement entraîné qui mourait valait moins que l'équipage américain adéquatement entraîné qui survivait pour combattre à nouveau. Le composant conçu avec précision qui mettait 3 semaines à être remplacé valait moins que le composant grossier qui pouvait être échangé en 4 heures. C'est l'inconfortable vérité à laquelle Knipkamp et son équipe furent confrontés dans la HAL 7. La vérité que ces 5 innovations représentaient. Que dans la guerre industrielle, l'excellence était moins importante que la disponibilité, la qualité moins que la quantité, la perfection moins que la persistance. Les Américains l'avaient compris instinctivement, avaient sans bâti tout leur complexe militaro-industriel autour de cette idée, l'avaient intégré dans chaque boulon et chaque soudure de leur char. Les Allemands ne l'avaient jamais comprise. S'étaient accrochés à la tradition artisanale et à l'excellence tactique, même lorsque la situation stratégique exigeait autre chose, avaient construit des véhicules qui étaient des chefs-d'œuvre et avaient découvert que les chefs-d'œuvre perdaient face à la production de masse. Le Sherman n'était pas un grand char, c'était un grand système. Et dans le calcul de la guerre totale, cette distinction signifiait tout. Lorsque Heinrich Knipkamp quitta la HAL 7 pour la dernière fois en janvier 1945, il emportait avec lui la certitude que l'œuvre de sa vie avait été, dans un sens fondamental, obsolète avant même d'avoir commencé. Non pas parce que c'était une mauvaise ingénierie, c'était une ingénierie brillante, mais parce que c'était une ingénierie pour la mauvaise guerre, le mauvais siècle, la mauvaise réalité industrielle. L'avenir appartenait à l'assez bon, aux produits en série, remplaçables, démocratiques, abondants. L'avenir appartenait aux boulons que l'on pouvait remplacer avec une clé à molette et un sourire. L'avenir appartenait au Sherman,